Bonjour à tous. Et dans cette partie de la vidéo, je veux aussi énumérer quelques plats traditionnels quotidiens russes. Donc, tous les Russes connaissent et préparent souvent ces plats. Je vais juste énumérer et vous montrer les photos de ces plats. Et je pense que peut-être il faut faire une autre vidéo, une vidéo spéciale pour ce sujet en vous racontant comment on peut préparer tel ou tel plat, quels sont les ingrédients, etc. Mais ici, je veux juste énumérer les plats les plus populaires en Russie qui sont traditionnels, soit russes, soit ukrainiens. Je ne fais pas cette différence parce que pour moi, la culture ukrainienne et la culture russe, c'est presque la même chose, je pense. Voilà, les plats russes. Pas d'habitude, mais les gens russes qui vivent dans une campagne ou dans les petites villes, donc les gens russes qui ont leur propre jardin ou potager, ils plantent des légumes, des fruits, tout ça. Et ensuite, ça se passe en été bien sûr. Et ensuite, quand il y a par exemple beaucoup de tomates fraîches. Une femme russe, elle fait quoi? Elle fait des conservations. Elle conserve ces tomates, elles deviennent salées. Donc il y a de l'eau épicée, salée, etc. Et il y a des tomates. Elle conserve tout ça pour qu'on puisse manger nos propres tomates qui ont été plantées dans notre jardin en hiver pour garder leur goût, pour ne pas acheter des légumes au magasin. Voilà, on prépare pas seulement les concombres, les tomates et tout ça, les poivrons, mais aussi ma mère par exemple, elle fait quoi? Elle fait même des salades. Elle appelle ça les salades d'hiver. Ça signifie qu'on fait une salade spéciale avec des ingrédients aussi comme des légumes de notre potager, de notre jardin. Elle conserve tous ces ingrédients pour que ça soit une salade, un mix de légumes conservés. Et aussi en hiver, vous pouvez ouvrir cette boîte et manger votre salade, votre propre salade avec vos propres légumes. Je vais vous montrer un truc. J'ai une boîte. Voilà, j'ai coupé la vidéo juste pour apporter tout ça. Par exemple, ça c'est des poivrons qui sont conservés. Ou par exemple, les tomates. Et vous voyez, il y a de l'oignon, quelque chose, et c'est conservé. Donc, à n'importe quel moment, je peux ouvrir cette boîte et manger nos propres tomates. Voilà. Pour les fêtes, pour ces soirées, quand il y a par exemple peu de temps pour préparer quelque chose, on peut juste ouvrir une salade d'hiver et voilà un plat déjà prêt. Une petite astuce. Les plats traditionnels russes, c'est quoi? Je pense que tout le monde connaît. Pelmeni, j'adore pelmeni. Les Russes adorent la mayonnaise et aussi on adore les salades aussi avec de la mayonnaise comme Olivier. Olivier, oui, c'est un prénom français, mais pour les Russes, c'est une salade. Par exemple, même ma copine qui n'a jamais étudié le français, quand j'ai dit que ça existe le prénom en français Olivier, elle a rigolé beaucoup. Voilà. Olivier, c'est une salade aussi avec de la mayonnaise. Il y a beaucoup d'ingrédients. Je vais vous montrer une photo. Ici, dans cette salade, on ajoute du kvass. Kvass, c'est une boisson aussi populaire en Russie. Si on ajoute ça, ça devient une soupe froide qui s'appelle akroshka. Akroshka. Je vais vous mettre ici même la photo d'une tablée réelle. En été, je suis allée chez ma tante à la campagne. C'était juste, c'était pas une fête, c'était pas une soirée, c'était juste ce que moi j'étais invitée chez elle. Et
je viens à la cuisine, je vois la table et c'était comme ça. Il y avait akroshka, il y avait des pommes de terre qui étaient préparées au four avec de la viande, il y avait des concombres salés, des tomates salées et tout ça. Je vais vous mettre une photo de ces plats ici. Nos soupes traditionnelles, nos soupes très populaires, c'est borsch et shi, et aussi salanka. Borsch, shi et salanka. Et quoi encore? Oui, les soupes, c'est très populaire. Ça peut être soupe de champignons, etc. Пельмени, j'ai déjà dit. Aussi comme пельмени, mais вареники. La différence, c'est ce que пельмени, c'est avec de la viande. Au-dedans, вареники, c'est soit avec une confiture, soit avec des pommes de terre, quelque chose comme ça. Et aussi les crêpes qui s'appellent en russe blины. Une autre version des crêpes, mais c'est pas vraiment des crêpes, c'est déjà оладьи, mais vous pouvez voir que ça a l'air un peu comme une crêpe qui est plus petite. Mais dans la recette, il y a des différences. Quoi encore? On prépare souvent des tourtes à la viande, au poisson, des tartes aussi avec des fruits. Et aussi, ce qui est traditionnel, mais je déteste ce truc, c'est, j'ai trouvé ce mot en français, c'est une galantie ou par exemple porc en gelée. Voilà, je vais mettre aussi une photo ici. Voilà. Et oui, j'ai oublié de dire que les Russes adorent le thé et boivent le thé plusieurs fois par jour. C'est ce qui concerne le repas, la cuisine et les plats traditionnels russes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai voulu parler aussi de cette nuance parce que... je sais pourquoi. Parce que beaucoup de questions, beaucoup d'étrangers me posent aussi la question, est-ce que les Russes parlent bien des langues étrangères? Voilà, je vais répondre ici. Si on analyse bien le portrait des Russes, vous allez comprendre quoi. Qu'à l'époque, les langues étrangères, c'était pas trop populaire parce que c'était considéré comme quelque chose d'assez inutile, parce que c'était difficile à voyager. Et à l'époque, par exemple, mes parents et tous les gens, presque tous les gens de leur âge, ils ont étudié l'allemand. Mais le problème, c'est sûr qu'ils ont étudié cette langue de la manière comme juste lire des textes, quelque chose comme ça. Lire et traduire. C'était plutôt sans communiquer. Voilà, et bien sûr, même maintenant, si ma mère veut par exemple parler en allemand, elle doit vraiment s'efforcer pour construire sa phrase. Voilà, et elle a oublié beaucoup de choses parce qu'il n'y avait pas beaucoup de situations où on pouvait pratiquer une langue étrangère. En ce qui concerne ce qui se passe de nos jours, je peux dire que maintenant, une langue étrangère est obligatoire à étudier à l'école. D'habitude, c'est l'anglais. Mais il y a des écoles spécialisées, par exemple, spécialisées en une autre langue. Par exemple, d'habitude, c'est soit le français, soit l'allemand. Ou l'anglais, c'est classique. Et voilà. Il y a aussi des écoles et des lycées spécialisés qui peuvent ajouter encore une langue étrangère. Donc, il y a des lycées où c'est obligatoire d'apprendre l'anglais, par exemple l'anglais, plus encore une langue étrangère. Et ça peut être aussi soit le français, soit l'allemand. D'habitude, c'est comme ça. Mais dans une école simple, habituelle, on apprend d'habitude l'anglais. Voilà. Et ça signifie quoi? Que les jeunes gens, la nouvelle génération, d'habitude, ils peuvent
parler l'anglais un peu. Bien sûr, ça dépend de leur motivation et comment ils étudient à l'école. Si ce sont de bons élèves, ça va, ça signifie qu'ils parlent plutôt assez bien l'anglais. Mais il y a aussi des élèves, comme vous pouvez comprendre déjà et deviner qu'il y a des élèves qui ne s'intéressent pas aux langues étrangères, mais ils étudient cette langue juste parce que c'est obligatoire à l'école. Voilà, ces gens, ils connaissent quelques mots, bien sûr en anglais, mais c'est dur pour eux de communiquer en anglais. Voilà. Et j'ai trouvé une statistique des langues étrangères les plus populaires en Russie. Et j'ai trouvé que oui, parmi les langues étrangères, l'anglais est le plus populaire et 5 millions, même plus, 5 millions d'habitants de Russie parlent l'anglais. C'est la première place, c'est le plus populaire. C'est la langue la plus populaire. La deuxième place occupe la langue l'allemand, c'est l'allemand. Et juste 1 million de Russes parlent l'allemand. Et la troisième place, c'est le français. Et j'ai trouvé dans la statistique que c'est 235 000 d'habitants qui parlent le français. Voilà. Voilà. Ce qui concerne les langues étrangères en Russie. Je voulais aussi parler un peu de la médecine russe. Je ne sais pas, peut-être je ne dois pas raconter tous ces trucs que je veux vous raconter, mais j'essaierai de dire plutôt sans détail. Sans détail, c'est quoi? C'est juste sûr qu'il y a des hôpitaux d'État publics et où la médecine est gratuite. Et aussi, il y a des cliniques privées où c'est payant. Et ce qui se passe maintenant, c'est par exemple, d'habitude, tous les gens russes sont divisés déjà dès la naissance. Selon leur adresse où ils vivent, ils ont un hôpital et même parfois comment ça s'appelle? Un docteur qui est lié juste à ce quartier, à cette ville, à cette adresse. Voilà. Et ça sera gratuit. Mais le problème, c'est ce que, surtout dans les petites villes et même dans les grandes villes, c'est un désordre dans les hôpitaux publics. Et par exemple, ma maman qui vit dans une petite ville, si elle a besoin d'un aide médicale et elle doit aller chez un spécialiste, elle doit faire une grande queue, elle doit attendre pendant les semaines, parfois pendant un mois, pour prendre un rendez-vous avec un spécialiste. Parce que s'il s'agit d'une petite ville et même d'une grande ville, il y a une queue énorme avec les gens qui veulent avoir cette aide gratuite de spécialistes. Parce que dans les villages, d'habitude, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc tous les villages qui sont autour de ma ville natale, tous les villages et toutes les campagnes, tous ces gens de ces endroits, ils viennent dans ma ville natale pour avoir cette aide médicale. Voilà. Et il y a peu de spécialistes, peu de médecins qui travaillent dans une petite ville. Et aussi, ces spécialistes sont souvent pas... je ne veux pas vexer quelqu'un, mais ça arrive souvent que ces spécialistes travaillent dans une petite ville juste parce qu'ils n'ont pas assez de qualifications, assez de connaissances pour leur travail. Voilà, mais c'est gratuit. Ça peut être long, dur, pas très qualifié, mais c'est gratuit. Et dans les situations quand c'est urgent, par exemple, nous avons eu plusieurs situations avec ma mère quand c'était urgent de recevoir une aide médicale. Et ça signifie que les gens sont presque obligés dans ces situations de s'adresser
un médecin qui travaille dans une clinique privée est payé pour ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? La médecine gratuite en Russie, ça existe. Mais avec cette médecine gratuite, ça est devenu de plus en plus fréquent que les gens s'adressent plutôt à la médecine payante dans les cliniques privées. Moi, je ne sais pas combien d'années, combien de temps, je ne m'adresse pas aux médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics. C'est parce que c'est toujours plus facile et plus vite d'aller chez un docteur. Oui, je vais payer pour ça, mais ça sera très vite. Encore une nuance concernant la médecine russe. Il faut peut-être être courageuse, je ne sais pas. De nos jours, il faut peut-être être courageuse pour expliquer tout ça, mais il y a aussi une sorte de médecine russe gratuite qui n'est pas gratuite en réalité. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour toutes les opérations, toutes les aides sérieuses les médecins, les docteurs attendent une somme d'argent, quelque chose comme des cadeaux, etc. Et il y a même des situations, ce sont mes connaissances qui ont survécu cette expérience. Donc, je crois à eux et je suis sûre que c'est vrai, que parfois, même pour les accouchements, même si ça se passe dans un hôpital gratuit, les médecins qui s'occupent des accouchements, ils te disent dès le début que si tu veux que ton enfant soit en bonne santé, tu dois me payer cette somme d'argent concrète. Voilà, c'est assez fréquent. Ce que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas en Russie, et vraiment ça me fait un peu peur. Ce que je voulais dire encore, l'électricité. Je pense qu'en général, c'est pas trop cher. Peut-être pour vous, pour les étrangers, pour les Européens, c'est pas trop cher, mais par rapport au salaire que les gens à la retraite ont ici, je pense que c'est beaucoup. Voilà. Si on parle d'une location d'un appartement ou d'un achat de l'appartement en Russie, bien sûr, les villes les plus chères dans ce domaine, ce sont Saint-Pétersbourg, Moscou et peut-être Sochi, ce qui se trouve au sud de la Russie. Voilà. J'ai aussi des étrangers parmi mes connaissances qui vivent en Russie et j'ai entendu dire qu'ils sont très contents qu'en hiver il fait assez chaud dans l'appartement parce que nous avons un chauffage bien développé, donc un bon chauffage. Voilà. Et cette saison de chauffage dans les logements, ça dure à partir du mois de novembre ou fin d'octobre. Ça dépend de la température qu'il fait dehors. Et on prend la décision, par exemple, que cette année, à cause de la température qui est assez basse déjà, on va faire ce chauffage, commencer cette saison de chauffage, par exemple, le 21 octobre. Mais ça dépend de chaque année, de la température de chaque année. Donc d'habitude ça dure du mois d'octobre ou novembre jusqu'au mois d'avril, quelque chose comme ça. Mais ça dépend. À propos du système de distribution d'eau, ici je ne parle pas des campagnes parce que à la campagne ça dépend. Si c'est une maison privée, ça peut être même sans ce système. Ça peut être tout est manuel. Donc il faut aller dans un endroit spécial, prendre de l'eau, apporter de l'eau dans la maison, etc. Mais si ça existe
dans les bâtiments. Il y a aussi des bâtiments dans les campagnes où ça existe, le système de distribution d'eau, et dans les villes aussi, bien sûr. Mais parfois, ça existe qu'il n'y a pas d'eau chaude dans ce bâtiment. Et s'il n'y a pas d'eau chaude, disons automatique, les gens achètent les trucs spéciaux pour chauffer de l'eau. Ça s'appelle chauffe-eau ou chaudière. Voilà, je vais mettre ici une image, une photo de ce truc. Et aussi, même s'il y a de l'eau chaude et de l'eau froide dans votre système, ici en Russie, il y a toujours une période en été quand vous restez sans l'eau chaude. Ça peut durer une semaine ou 10 jours ou même 2 semaines. Et cette période est liée aux travaux de prévention des accidents du système de distribution d'eau. Et voilà, et pour ça, en été, vous avez, pendant une semaine par exemple, vous avez juste l'eau froide. J'ai raconté tout ça à mon élève qui vit à Moscou et elle m'a dit tout de suite, est-ce qu'ils vont me prévenir quand ça va arriver? Voilà, oui, on prévient, on met une annonce, on fixe cette annonce à votre bâtiment, à l'entrée, que voilà, à partir de, par exemple, du 13 juin jusqu'au 20 juin, vous n'allez pas avoir l'eau chaude. Donc, vous êtes prévenus. Et ce qui est intéressant, cette période est différente pour chaque quartier, pour chaque adresse. Par exemple, dans mon quartier, ça peut être au mois de juin, mais pour l'autre quartier de la même ville, ça peut être au mois d'août. Je ne sais pas pourquoi on fait comme ça. Est-ce qu'ils avaient cette idée que, par exemple, si j'ai des amis qui vivent dans un autre quartier et pendant cette période, quand je n'ai pas d'eau chaude, je peux aller chez eux parce que c'est sûr qu'ils vont avoir l'eau chaude. Et au contraire, quand ils n'ont pas d'eau chaude, c'est moi qui ai déjà l'eau chaude. Ils peuvent venir chez moi pour prendre une douche. Voilà, fraternité, égalité. La fraternité et l'égalité des gens russes. Et la dernière chose que je veux soulever aujourd'hui, ce sont les routes russes. On énumère souvent parmi les problèmes en Russie, on énumère souvent les routes parce qu'on dit que les routes sont vraiment mauvaises. Et oui, je confirme que surtout dans les petites villes, dans les villages, les routes sont vraiment très très mauvaises. Mais entre les grandes villes, ça va, c'est bon. Et aussi, en général, les routes sont gratuites, mais il existe aussi les routes payantes. Par exemple, il y a une route qui se trouve entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Et si vous allez prendre cette route payante et pas gratuite, vous allez bien sûr économiser du temps. Je cherche où j'ai mis la somme d'argent qu'il faut payer pour ça. Et si vous voulez prendre cette route payante, vous devez payer 3200 roubles pour toute la distance. Mais la distance est assez longue. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que c'est suffisant. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Écrivez votre opinion en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez aimé ce type de vidéo ou pas, parce que c'était presque l'improvisation de ma part. Si vous avez encore des questions sur la vie en Russie ou d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en commentaire en utilisant mon adresse mail, utilisez mon site et venez sur mes réseaux sociaux. Je vous attends partout et je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous me regardez, mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Пока!